comment on programme un objet. Pour ce faire, on va voir s'il est possible de programmer directement les objets et quels sont les inconvénients, parce qu'en fait, on va très rapidement voir que c'est pas très possible, et ce qui nous permettra d'introduire le concept de la classe, qui est vraiment important lorsqu'on programme des objets. Alors, si on pouvait programmer les objets directement, on devrait, avec notre langage de programmation, pouvoir créer les objets, c'est-à-dire essentiellement leur donner un identifiant. Une fois qu'on a créé un objet, on peut lui donner les données qu'il possède, dans la petite base de données, comme on a vu précédemment. Et puis, on peut coder les traitements dont il est responsable. Voilà. Alors, on va utiliser un langage qui n'est pas objet pour montrer comment c'est possible. On va utiliser JavaScript. Et ça va nous permettre de comprendre un petit peu pourquoi c'est plus facile d'utiliser d'autres concepts tels que la classe qui sont offerts par les langages de programmation orientés objets. Alors l'idée ici est d'utiliser un langage qui est JavaScript pour vous montrer ce qu'il faudrait faire si on veut programmer directement des objets. Donc l'objectif est de montrer un petit peu tous les concepts qu'on a vus, de voir comment on pourrait les programmer et de rapidement voir que c'est un peu compliqué tout ça et qu'il faudra d'autres concepts. Alors je vais commencer par créer un objet. Donc quand on doit programmer un objet, on construit un objet. Donc cet objet, je vais l'appeler XB parce que ça va être moi en fait quoi. Hop, et en JavaScript pour créer un objet, on fait ça. Donc là, j'ai créé mon objet. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, il est vide, mais il a un identifiant. Alors pour preuve, si jamais je crée un autre objet, que je vais appeler David Renault, qui fait le croix avec moi. Hop, voilà. Si jamais je veux comparer ces deux objets, est-ce que ce sont les mêmes? Donc si je pose la question à JavaScript, est-ce que XB c'est pareil que David Renault? Il me répond non. Donc là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, alors ça va marcher aussi comme ça dans les langages de programmation orientés objets, c'est que dès qu'on crée un objet, c'est en gros la machine virtuelle ou l'interpréteur ou le compilateur qui va donner l'identifiant. On n'a pas besoin, lors de la programmation, de spécifier l'identifiant de l'objet. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, j'ai créé deux objets, XB et DR, et chacun ont leur propre identifiant. La preuve, quand je demande si l'un est égal à l'autre, on me répond non. Non, non, ce sont deux objets complètement différents. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais créer les données associées à l'objet. Donc, qu'est-ce que je vais faire en JavaScript? Là, je vais dire que le nom, voilà, c'est Xavier. Hop là. Et pour David, je vais dire que son nom, c'est David. Donc là, on l'utilise, c'est assez fréquent d'utiliser le point pour dire que c'est un des membres de l'objet. Donc on rentre dans l'objet en quelque sorte. Donc, et là, je fais une affectation. Je dis que le membre name, c'est un espèce de dictionnaire ici. Le nombre name, si j'utilise mon super outil, voilà, ici ce que je dis, c'est que name, hop, ici, appartient à l'objet David. Donc en gros, si je fais mes petits schémas, ici j'ai la base de données, tac tac, ça c'est DR. Et dedans, il y a un champ name, et ça, c'est égal à David. Donc on est vraiment dans l'esprit, on fait un objet. Bien, alors je vais continuer maintenant. Je vais essayer de voir si jamais j'ai ce fameux principe d'encapsulation, c'est-à-dire est-ce que je peux ou pas masquer les données. Donc là, on est clairement dans un langage qui n'est pas objet. Je peux lire le champ sans aucun problème. Hop, et puis je peux dire que maintenant David va plus s'appeler David, il va s'appeler Jean, pourquoi pas, hop. Ça pose aucun problème. Donc là, juste pour noter que JavaScript ne respecte pas du tout le principe d'encapsulation. Alors on peut le faire, mais c'est très compliqué. Mais nativement, en fait, on va dire qu'il n'est pas vraiment objet JavaScript déjà parce qu'il ne supporte pas l'encapsulation. On ne peut pas protéger les données d'un objet. Bien, on va avancer maintenant à faire la troisième partie. La troisième partie, ce sont les traitements. Donc là, je vais utiliser une des particularités de JavaScript, c'est qu'on peut affecter directement comme ça une méthode et lui donner son code. Donc je vais créer un traitement qui va simplement s'appeler Who are you? Voilà, donc là c'est un traitement, donc c'est une fonction. Donc en JavaScript, on fait comme ça, on dit c'est une fonction, tac tac, et je vais simplement donner le code de cette fonction. Donc je vais faire un console.log et je vais simplement dire I don't, voilà, give my name. Voilà, on va dire que cet objet n'a pas envie de donner son nom comme ça à n'importe qui. Je fais bien attention à bien fermer la collade, ok, etc. Donc là maintenant, mon objet XB, là j'ai dessiné David Renault, donc si je change, tac, j'utilise. Donc mon objet XB, hop, ça c'est XB, qui s'appelle bien Xavier, possède maintenant un traitement, et le traitement s'appelle Who are you?
Donc je peux appeler, donc ça c'est, on est très très similaire au langage de programmation orienté objet, hein, pour ceux qui connaissent cela. Je peux appeler cette méthode. Donc pour appeler cette méthode, je vais faire x.who are you et je mets les parenthèses, pof, et il va me répondre I don't give my name. Alors je voulais aller un petit peu plus loin dans cet exemple et puis pour vous expliquer un petit peu ces fameux mots-clés, le mot-clé this ou self hein, dans d'autres langages de programmation. L'idée, c'est que ce que j'aimerais maintenant, c'est que dans le code, eh ben, l'objet donne son nom, hein. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire là, ici, donc je vais reprendre, là, hop, c'est la magie de JavaScript, je peux changer le code à la volée. Donc ce que j'ai envie de dire ici, c'est ben, je m'appelle ce qui est écrit dans mon nom, Xavier, quoi. Alors je pourrais faire, je m'appelle Xavier, mais j'ai envie que la valeur qui soit ici soit celle qui soit stockée dans le champ nom. Alors là, en fait, il y a un mot-clé qui permet de dire, en fait, va dans la base de données de l'objet, donc c'est this, en fait, moi, dans ma base de données, tu prends la valeur de mon nom. Voilà, donc là, j'ai simplement à changer le code, j'ai simplement changé le code de cette fonction, hein. Et si maintenant je rappelle xb.whoareyou, il va me répondre, voilà, Xavier. Donc là, on a les principes de la programmation orientée objet à peu près, hein, sauf qu'on peut tout changer, donc on ne respecte pas l'encapsulation, la responsabilité c'est un peu compliqué. Et puis ce que je vais vous montrer aussi maintenant, c'est si je veux dire que David c'est pareil, je vais devoir, ça va être un peu pénible, je vais devoir dire, ah, alors David c'est pareil, il a les mêmes méthodes. David Renault, who are you? C'est une fonction, tac tac tac, console.log, hop, this .name, tac, 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 voilà. Et maintenant, je peux faire David Renault, who are you? Voilà, alors oui, je vais changer son nom, il s'appelait Jean, je vais quand même lui redonner le nom qu'il avait. Il sera content, enfin il sera content, je sais pas, mais ça sera un petit peu mieux dans mon exemple. David, voilà, c'est parfait. Voilà, donc là je voulais juste vous montrer un petit peu le début de la programmation et vous montrer un tout petit peu qu'on ne peut pas franchement programmer les objets parce que bien souvent dans une application on va avoir 2, 3, 10, 20 objets qui vont avoir les mêmes méthodes, à peu près la même structure de données. Donc bien souvent, on ne programme pas les objets, voire même tout le temps, on ne va pas programmer les objets, mais on va plutôt programmer des ensembles d'objets, et donc des sets d'objets, et en fait des sets d'objets qui partagent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qui ont les mêmes traitements, qui ont la même structuration de données, et c'est ce qu'on va appeler des classes. Voilà, donc j'espère que c'est une bonne introduction pour vous sensibiliser à cette notion de classe. On ne peut pas programmer des objets directement, on va plutôt programmer des classes. Bien, alors on a vu que c'était possible de programmer directement les objets, on a vu qu'on pouvait créer les objets, donc c'est ce qu'on appelle bien souvent faire un new. On a vu que lorsqu'on crée un objet, il avait son identifiant, c'était donné par la machine d'exécution. On a vu que lorsqu'on crée un objet, ensuite il faut lui donner sa petite base de données. Donc on parle ici d'affectation et là on va avoir des petits problèmes si on programme directement les objets, on va pas réussir à gérer l'encapsulation. Ça c'est un vrai souci. Et ensuite on voit qu'on peut affecter aussi des traitements, lui donner des traitements. Ça c'est tout à fait possible. Et on voit que si on veut lier les traitements aux données, hop, c'est avec le mot-clé this. Bien, mais ceci étant dit, on a vu aussi que bien souvent, on avait plusieurs objets qui étaient un peu similaires, hein, qui avaient les mêmes propriétés. Qu'est-ce qu'on appelle les mêmes propriétés? En fait, ils ont les mêmes méthodes. Donc là, c'était who I am, c'est exactement les mêmes méthodes. Et ils ont à peu près les mêmes structures de données, donc pas les mêmes valeurs, mais les mêmes structures de données. Donc là, on a un ensemble d'objets qui vont partager les mêmes caractéristiques. Donc c'est ce qu'on appelle plus communément une classe d'objets. Et en fait, vous allez voir que lorsqu'on utilise un langage de programmation orienté objet, on va démarrer par programmer les classes. Et une fois qu'on aura la classe, on pourra alors instancier, construire avec un new, construire l'objet. Et là, on aura une garantie sur les principes d'encapsulation, de responsabilité, etc. Et on aura bien plus de concepts pour gérer aussi la réutilisabilité d'une partie du code, pour améliorer la cohérence, pour réduire le couplage, etc. etc. Donc c'est tout ce qu'on va voir maintenant. Bien, alors définissons ce concept de classe. Une classe, déjà, ça a un nom. Ce nom, il est unique dans le programme, ce qui va nous permettre de désigner, de nommer des classes. Ensuite, une classe va définir les données qui seront associées aux objets. On parlera d'objets instances d'une classe, hein. Je vais présenter ça un peu plus précisément par la suite.
Donc ces données sont définies au niveau de la classe et on appelle ça des propriétés de la classe. Enfin, une classe va définir les traitements qui seront réalisés par les objets. Et lorsqu'on est au niveau de la classe, on parle de méthode. Alors il faut bien comprendre qu'il y a deux mondes en programmation orientée objet. Il y a le monde de la programmation. Dans ce monde de la programmation, on a les classes. Et je change de couleur. On a le monde de l'exécution. Exécution. Dans lequel on a les objets avec leur petite base de données et les traitements dont ils sont responsables. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe quand on programme? On commence par programmer les classes. Donc là, imaginons une classe. J'introduirai cette notation juste par la suite. Donc la classe pile. Et lorsque je passe à l'exécution, on parle d'instance. Donc cet objet est une instance. Là ici, l'objet numéro 1. C'est une instance, alors on note souvent comme ça avec 2 points, de la classe pile. Donc on programme la classe, puis on instancie l'objet, on crée un objet en mémoire qui est instance de la classe pile. Alors on voit bien qu'il y a une relation. Les données de l'objet, les valeurs qui sont ici, sont définies, les structures sont définies par les propriétés de la classe. Ici on aura les propriétés. Alors que les traitements dont est responsable l'objet sont définis par les méthodes de la classe. Une classe va définir plusieurs propriétés. Donc une propriété déjà c'est un nom pour identifier la propriété parmi toutes les propriétés de la classe, ce qui va permettre aussi lorsqu'on sera au niveau de l'objet bah, d'appeler cette propriété pour affecter ou lire sa valeur. Enfin au niveau de la classe on peut parfois, ça dépend du langage de programmation, définir le type des propriétés, donc ce qui va imposer des contraintes sur la structure des données, si c'est un tableau de chaîne de caractères, un tableau d'entiers ou des structures plus complexes. Et enfin, on peut aussi proposer dans certains langages des valeurs par défaut qui seront données lors de la création de l'objet. Alors les méthodes de la classe ont chacune une signature, donc on appelle la signature d'une méthode son nom ainsi que ses paramètres d'entrée ou de sortie. Donc il ne peut y avoir qu'une seule méthode pour une signature donnée par classe. On verra cela après lorsqu'on parlera de polymorphisme et de surcharge. Donc chaque méthode a une signature et un corps. Donc le corps, c'est là où on va mettre le code du traitement. Donc si jamais je fais la méthode empiler par exemple, voilà, j'empile quelque chose, donc pourquoi pas un élément. Donc ceci est la signature, là j'ai bien la signature de la méthode. Et maintenant, je vais détailler le corps, en anglais on dit le body de cette méthode. Dans ce corps, ça sera du code, et je vais pouvoir utiliser le mot-clé, donc self en Python, et si on a d'autres langages de programmation, ça sera this bien souvent, qui va permettre de référencer l'objet. Donc avec le point, je vais pouvoir utiliser les données, donc les fameuses propriétés, pour pouvoir les lire ou les affecter. Voyons un exemple de classe, la classe pile, donc le nom c'est pile. Cette classe pile aura comme propriété une liste de caractères. Je vais appeler cette propriété data, je ne suis pas très inspiré. Puis deux méthodes, les méthodes empiler et dépiler. Alors je vais utiliser une notation dite à la UML. Donc c'est un rectangle, pour une classe on fait un rectangle, on divise ce rectangle en 3 parties. Une partie où en haut on va mettre le nom de la classe. Ensuite on va mettre les propriétés de la classe, donc ici data, et on va considérer que c'est un tableau de caractères. Donc c'est optionnel le type, en Python on n'aura pas forcément à décrire le type. Puis deux méthodes, une méthode empilée. J'ai fait une petite faute, je prends ma gomme. Empiler qui va prendre un caractère et la méthode dépiler qui va elle rendre un caractère. Donc si je vais plus loin, je vais prendre cette méthode là. Là donc j'ai sa signature. C'est une signature qui prend un caractère. Alors si je le fais vraiment en Python, je suis obligé de mettre self à chaque fois dans tous les paramètres de toutes les méthodes.
Donc bon, dans d'autres langages, on a un sucre syntaxique qui nous permet de ne pas avoir à ajouter ce paramètre-là. Donc empiler self C. Et dans le body, je vais utiliser ce mot-clé self pour référencer l'objet. Je vais dire l'objet qui exécutera cette méthode, on va dans la propriété data et on va ajouter le caractère. Donc une fois que j'ai fait cette classe, je peux l'utiliser, instancier des objets. Pour instancier un objet, vous voyez, c'est ici, je définis cet objet P et j'appelle la classe comme si c'était une fonction et en fait je vais appeler son constructeur pour construire, instancier un objet et je vais avoir une pile. Alors je vais aller un peu plus loin avec cet exemple de classe, la classe pile, et là je la programme en Python. Donc j'utilise les mots-clés du langage Python, donc ici je définis bien que je suis en train de construire une classe, et on donne le nom tout simplement, donc ça c'est le nom de la classe. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la structure de données. Alors Python propose d'expliciter cette structure dans le constructeur. Alors qu'est-ce que le constructeur? Le constructeur, c'est cette méthode init là, underscore underscore init. Donc c'est une méthode particulière qui sera appelée lorsqu'on va construire des objets. Lorsqu'on construit un objet, eh bien on donne à cet objet des valeurs et donc on impose une certaine structure à ces valeurs. Donc ici, dans la ligne 3, ici, je suis en train de dire que lorsque je vais construire un objet, cet objet aura un champ qui s'appelle data et qui sera un tableau vide. Voilà. Donc c'est comme ça en Python qu'on va proposer une structuration et des valeurs par défaut aux objets lorsqu'ils seront instanciés à partir des classes. Donc voilà, donc c'est tout. Donc tous les objets instances de la classe pile, parce que c'est comme ça qu'il faut les nommer, ont un champ data et par défaut, c'est un tableau qui est vide. Alors ensuite, j'ai deux méthodes ici. Donc, une petite particularité, j'aurais pu le mentionner, mais Python veut qu'on précise que le premier paramètre, c'est l'objet lui-même. Donc, la plupart des langages de programmation ont un sucre syntaxique, c'est-à-dire qu'ils considèrent que vous êtes dans une classe, donc vous allez manipuler le fameux this ou self qu'on a vu lorsque j'ai présenté les objets. Donc, il vous propose de ne pas le mettre dans la signature. Là, Python, peut-être un petit peu de legacy code là vous impose de mettre ce self à chaque fois. Bon, passons. Donc là, j'ai deux méthodes, donc la méthode push et la méthode pop. Donc la méthode push va prendre un paramètre qui a un caractère ici, j'aurais pu le nommer un peu mieux, voilà, c'est un caractère. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Vous voyez que j'utilise la donnée data là qui était dans mon objet et je vais à peine donc ajouter ce caractère à la liste. Pop, à l'inverse, va faire un self.data.pop, donc c'est-à-dire que je vais retirer l'élément de la liste et le retourner par défaut. Donc ça c'est la classe. Je pourrais à la limite, si je structurais un petit peu mieux mon code, je pourrais considérer que ça c'est ma classe. Je vais pas aller plus loin. Et ça c'est ce qu'on devrait appeler un main. En fait c'est le programme. Bon là je l'ai mis dans le même fichier, c'est juste pour souci de simplicité. Donc là qu'est-ce que je fais? Je construis une pile. Donc ça c'est vraiment ce que j'appelle le new. Donc je construis un objet dont la classe est la classe pile. Donc l'appel de cette méthode-là va en fait déclencher l'appel de init et va faire en sorte que pile 1 a un champ qui s'appelle data, qui est un tableau vide. Ensuite, je peux appeler les méthodes de cet objet pile1.push, pile1.push, je le fais 3 fois, ABC, et je vais pouvoir demander quel est le caractère qui s'affiche quand je fais pop. Donc exécutons ce code pour voir comment ça marche. Hop, je ne vais pas me prendre la tête, exécuter dans le terminal, il est là, voilà. C'est très moche, hein, mais ça m'a affiché ce que je voulais, c'est-à-dire que ça a bien popé le dernier caractère empilé, donc ça me retourne pop. Voilà, donc là on a vraiment un exemple concret d'un premier objet. Alors voyons voir ces notions qu'on a vues sur l'objet, hein, de qualité, de conception, et comment cela s'exprime au niveau de la classe. Donc commençons par une des propriétés très importantes, la propriété d'encapsulation. Alors je rappelle, je vais prendre le bleu, je rappelle qu'un objet hop, qui est ici possède sa base de données et qu'il ne doit pas permettre d'accès à cette base de données. Donc si on a d'autres objets ici, ceux-ci ne peuvent pas modifier les données qui sont ici. Alors OK pour la lecture, pourquoi pas, et encore.
mais alors l'écriture, not OK. Il ne faut absolument pas permettre à d'autres objets de modifier les données qui seront ici. Ça, c'est le principe de l'encapsulation. Alors, comment on fait pour programmer ces principes? Parce qu'on va devoir programmer une classe. Donc, j'ai ma classe qui est là, tac, avec ces trois parties, le nom, les données et les propriétés. Donc, ce sera forcément sur cette partie-là, parce que c'est là-dessus qu'on va préciser les champs de la classe, leur structure, leur valeur par défaut, et là aussi les règles d'accès, donc les règles d'accès au champ. Mais en fait, on va avoir deux grosses sémantiques. Une sémantique dite publique. Public, ça veut dire que quand vous dites qu'un champ est public, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès en lecture et en écriture à ce champ. Donc au niveau de la classe, quand vous avez un champ, par exemple, j'ai le champ data, s'il est public, alors tous les autres objets pourront aller lire et écrire des valeurs dans ce champ pour tous les objets instances de cette classe. Donc là, en gros, on va violer le principe d'encapsulation. Si le champ, au contraire, est privé, ça veut dire qu'on va interdire complètement l'accès de ces données aux autres objets. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment deux grosses sémantiques, une sémantique de public et privé, et on a des langages qui sont beaucoup plus fins, des langages de programmation qui sont beaucoup plus fins et qui vont vous permettre des sémantiques un peu plus fines en disant oui alors c'est privé sauf pour les objets qui sont à peu près de la même classe, ou d'autres vont vous dire c'est privé mais en fait c'est plutôt de la lecture seule, ou on n'a vraiment pas le droit d'écrire, etc., etc. Donc voilà, donc là ce sont ce qu'on appelle les règles d'accès, l'accessibilité des champs, et c'est défini dans la classe pour garantir cette propriété d'encapsulation qui, elle, est vraie au niveau des objets. Alors, allons plus loin dans cet exemple de la pile pour vérifier un petit peu ces propriétés qu'on a vues sur l'objet, la propriété d'encapsulation. Alors, je rappelle rapidement, on a la classe pile qui est ici, tac, avec dans ces données un tableau. Bon, je ne fais pas les deux traitements, push et pop. Et donc, lorsqu'on va passer au niveau de l'instanciation, j'avais changé la couleur, je vais essayer de respecter ce code couleur. Lorsque je vais passer à l'instanciation, je vais avoir un objet, ici pile 1, qui va posséder sa petite base de données avec son tableau de caractères. Et la question, c'est est-ce que c'est facile finalement d'aller changer directement sans passer par les méthodes, sans passer par les traitements ici? Est-ce que c'est possible d'aller modifier le contenu de l'état de l'objet, ou est-ce que en fait, ben non, c'est pas si facile que ça? Alors, pour illustrer cet exemple, j'ai rajouté deux petites lignes ici en bas de mon code. J'ai proposé directement d'aller fouiller dans pile 1 et alors, au début, vous vous rappelez, je crée pile 1, j'ajoute A, j'ajoute B, j'ajoute C, j'enlève le dernier élément empilé, donc c'est C, donc il ne reste plus que A et B. Et là, je vais directement aller modifier l'intérieur de l'objet. Je dis maintenant finalement, ta donnée, c'est A. Je change complètement la pile et je fais un pop. Donc résultat des courses, si ça passe, on devra me retourner A. Alors voyons voir, j'exécute, alors je clean avant pour que tout soit précis, j'exécute, exécuter le script, tac, boum, ah oui. Donc là, il a bien fait le premier, donc il a bien fait le premier print, il m'a donné C, et le deuxième, il me rend A. Ça veut dire que la modification ici de la data a marché. Donc là, j'ai un vrai problème d'encapsulation, ça veut dire que n'importe qui peut modifier le contenu d'un objet. Donc ça, c'est assez classique dans un langage de programmation orienté objet. Ça veut dire que par défaut, en fait, quand on définit de la donnée, par défaut, cette donnée est ce qu'on appelle publique. Ça veut dire que n'importe qui a le droit de la modifier. C'est un peu particulier. Personnellement, j'aurais aimé que par défaut, ça soit privé, mais c'est pas le cas. Ici, par défaut, c'est public, donc par défaut, tout le monde a le droit de modifier ça. Et la plupart, enfin tous les langages de programmation orienté objet proposent des moyens pour rendre cette donnée inaccessible. Donc en Python, il suffit de mettre deux underscores. Donc du coup, à chaque fois qu'on va vouloir manipuler ce membre là, il va falloir utiliser ces deux underscores. Hop, je mets les deux underscores. Et là, je vais essayer pour voir est-ce que je peux aller modifier le contenu, hop, privé, parce que là on parlera de contenu privé. Est-ce que je peux aller modifier le contenu privé de cette donnée? Donc encore une fois, j'espère que vous avez bien compris, si j'exécute ce code, si j'ai le droit de modifier, je devrais trouver exactement le même résultat. Alors je sauve, sinon ça va pas marcher. Hop, j'exécute. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça a changé. Là, en fait, j'ai eu C puis B. En fait, c'est assez intéressant parce que ça s'est passé
il s'est passé l'exécution suivante. En fait, c'est comme si cette ligne-là n'avait pas eu d'effet. Donc c'est exactement ce que je voulais finalement, c'est-à-dire que quelqu'un a essayé de modifier le contenu de mon objet, mais en fait, bah, ça n'a pas eu d'effet parce que mon contenu est privé. Donc là, c'est le langage de programmation qui me garantit, juste en mettant underscore underscore, qui me garantit l'encapsulation. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a plusieurs notions selon les langages de programmation. Donc on parle souvent de public. Public, ça veut dire que tout le monde a le droit d'accéder. Privé, privé ça veut dire personne, et parfois on a d'autres sémantiques, donc c'est le friendly, etc. En Java on a du package. Bon, mais là c'est très langage spécifique. J'ai envie de vous dire, retenez ces deux éléments. Public, tout le monde a le droit de modifier la donnée qui est là, donc on viole le principe d'encapsulation. Private, là c'est top. Donc on va préférer les variables ou les membres ou les fields, vous appelez ça comme vous voulez, mais on va préférer les mettre privés parce que ça veut dire qu'on garantit qu'il n'y aura pas de violation du principe d'encapsulation. Alors allons un peu plus loin vers ces notions d'encapsulation et définition dans la classe. Alors on va plutôt parler même de valeurs, hein. Comment on peut lire, écrire les valeurs contenues dans l'objet et comment au niveau du programme, donc au niveau de la classe, on peut préciser un peu plus les règles pour lire ou écrire des données contenues dans un objet. Donc on a la classe qui est ici avec son nom, ça c'est le nom de la classe. Là on a les données, on appelle ça les fields, hein. Vous voyez que je ne suis pas très rigoureux sur la terminologie parce que ça change un petit peu selon le langage de programmation. Et là on a les méthodes. Alors la question c'est maintenant si je prends mon objet qui est là, hop, si j'ai bien compris que je n'avais pas le droit vraiment de modifier les données qui sont contenues, enfin si aucun autre objet n'avait le droit de modifier les données qui sont contenues, est-ce qu'on a le droit de demander à un objet des choses qui vont faire en sorte qu'il va modifier en fait sa valeur? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a trois façons de faire essentiellement. La première façon, c'est à l'affectation, à la création. À la création, lorsque je vais construire cet objet, donc lorsque je vais faire en gros le new, hein, quand je vais construire cet objet, je peux lui donner des valeurs par défaut et faire en sorte que les valeurs qui sont contenues ici viennent de la création de l'objet. Donc là, c'est fortement possible. Vous allez voir ça dans l'exemple, qu'il suffit de donner des paramètres au constructeur. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est proposer des méthodes qui vont offrir de lire les informations qui sont contenues dans la base de données. Alors, ces méthodes, en fait, on va appeler ça des getters. Donc, get, par exemple, name, et on va faire en sorte que ça lise l'information qui est là et ça la retourne vers l'utilisateur. Donc, du coup, si j'ai un autre objet qui est ici, hop, là, j'imagine un autre objet, il pourra envoyer un message, hop, pour demander par exemple le nom de cette personne, si cet objet représente une personne. Donc là, on ne viole pas le principe de l'encapsulation parce que en fait, l'objet contrôle l'accès aux données de sa base de données via ces méthodes. Alors il y a une autre méthode, bien souvent appelée setter, donc setName, où là on va autoriser, via un appel de méthode encore une fois, à modifier les données qui sont ici. Alors ce setter là, l'écriture, s'il n'y a vraiment pas de valeur ajoutée, si on ne fait que modifier la donnée, bon, en fait, en gros, on considère qu'on viole le principe d'encapsulation. Donc les setters sont fortement décommandés. Les getters, pourquoi pas, c'est quand on veut obtenir des informations, mais encore une fois, si vraiment on est puriste, le principe d'encapsulation dit que vous ne devez pas savoir comment marche un objet, on ne doit pas avoir accès à sa base de données, c'est sa cuisine interne. Enfin, quoi qu'il en soit, vous avez ici maintenant bien compris qu'il y a trois manières d'accéder aux données d'un objet. Pour affecter les données, on peut utiliser directement le constructeur à l'initialisation. Pour modifier les données, on peut faire un setter, mais c'est fortement déconseillé. Et pour lire les données, il suffit de faire un getter, une méthode qui permet simplement d'avoir la valeur à un moment donné de la base de données contenue par l'objet. C'est ce qu'on appelle les getters et les setters. Alors, allons un peu plus loin avec cette notion de classe et ce principe d'encapsulation. Ici, c'est un nouvel exemple avec la classe personne, hein. Donc, on va essayer de programmer, je ne sais pas moi, un carnet d'adresses dans lequel on va enregistrer les différentes personnes de notre entourage. Donc toujours pareil dans le constructeur, hein, donc ça vous vous rappelez, on appelle ça le constructeur. Donc c'est en gros la méthode qui va être appelée lorsqu'on va construire un objet. Dans le constructeur, je définis qu'une personne, hein, l'objet personne va contenir une propriété dont le nom est name.
Et alors, ce qui est très intéressant, ce que je montre ici, c'est que je peux donner une valeur par défaut. Vous voyez, lorsque je vais appeler le constructeur, je pourrais donner un nom par défaut. Et donc, ben, le nom de l'objet prendra comme valeur le nom transmis au constructeur. Vous voyez, encore une fois, que j'ai utilisé l'underscore underscore pour dire que cette variable, pardon, ce membre-là est privé. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas modifier cette valeur depuis l'extérieur. Alors pour autant, j'ai envie, même si c'est privé, j'ai envie que les gens puissent connaître mon nom. Donc là, ce que je fais, c'est je fais ce qu'on appelle un accesseur, ou en anglais un getter, accesseur. Donc c'est une méthode un peu particulière. C'est une méthode qui donne accès à la base de données en quelque sorte, hein, qui donne accès au champ, quoi. Je l'écris comme ça sera clair. Au champ. Voilà. Donc vous voyez, tout simplement, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait self.underscore name, donc elle va retourner le nom de la personne. Du coup, ici, je reprends l'exemple que j'avais donné au niveau des objets, mais j'explique comment on peut le coder avec des classes. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je construis XB, donc c'est un objet. C'est une instance de la classe personne, et comme valeur pour le champ nom, je donne Xavier. Je construis David Renault, donc DR, ce qui est une personne aussi, donc c'est une nouvelle personne, et son nom c'est David. Et là, je vais demander simplement quel est ton nom aux deux objets, donc, et je vais l'afficher sur la console. Donc là, hop, je fais un petit CLS clear screen, tac, ici, et j'exécute ce code, hop, et j'obtiens Xavier et David, ça marche magnifiquement. Alors, si maintenant, je vais effacer tout ce que j'ai marqué, si maintenant, je me dis, mais c'est bien, mais je pourrais aussi donner accès en écriture, donc je pourrais faire une nouvelle fonction et l'appeler, donc par convention, on dit getter et setter, hein. Donc là, je vais set le nom, donc self, hop, le nouveau nom, donc new, je vais faire new name. Je ne vais pas trop me casser la tête pour l'instant. Hop, et là, qu'est-ce que je fais? Je fais self.underscore underscore name égale new name. Voilà. Donc là, je sauve ça. Et ici, je vais changer un tout petit peu mon exemple. Je vais faire en sorte que xb.setName, je vais lui donner un nouveau nom. Je vais l'appeler Jean. Hop, maintenant c'est moi qui s'appelle Jean. Et je vais printer, comme tout à l'heure, print xb.getName. Toc, toc. Voilà, voyons voir si je ne me suis pas trompé. J'exécute ce code. J'ai raté, je clique dessus, j'exécute ce code. Pouc, voilà. Et bien maintenant, vous voyez que j'ai réussi à modifier la base de données. Donc là, en fait, c'est un peu particulier parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé des méthodes. Donc fondamentalement, si je suis vraiment méticuleux là-dessus, fondamentalement, j'ai pas violé l'encapsulation parce qu'en fait ces méthodes-là changent, ce sont des méthodes relativement classiques, donc celle-là elle est en lecture, donc elle donne accès en lecture à ma base de données, et celle-là elle donne accès en écriture. Voilà. Alors fondamentalement on n'a pas violé le principe d'encapsulation, mais un peu quand même. Donc ça c'est ce qu'on appelle des getter-setter, donc ici c'est un getter, donc on appelle ça getter parce que vous voyez c'est getName et setter setName, et de plus en plus on considère que bon le getter pourquoi pas, mais le setter là ça va un peu loin et on viole le principe d'encapsulation. En tout cas avec cet exemple j'espère que déjà je vous ai montré qu'on pouvait donner des variables par défaut, des valeurs par défaut pardon, au champ de l'objet, et qu'on peut, même si le champ est privé, ici il est bien privé, à l'aide de méthodes, obtenir des informations. Donc on le fait surtout en lecture et pas en écriture sur des objets. Donc on va maintenant travailler sur cette notion de couplage et voir comment cela ça s'exprime au niveau de la classe. Donc pour rappel, hein, le couplage c'est une relation entre deux objets. Donc là j'ai un objet numéro 1 et un autre objet numéro 2. Et en fait, on dira que l'objet numéro 1 est couplé à l'objet numéro 2 si en fait il utilise les traitements proposés par l'objet numéro 2. Il doit être couplé, effectivement, parce que pour pouvoir utiliser ces traitements, il faut que dans sa base de données, à un moment donné, il ait la référence vers l'objet numéro 2 pour pouvoir appeler ces traitements. Alors cette notion de couplage, elle va devoir s'exprimer bien sûr au niveau des classes. Donc on va avoir ici la classe qui correspond certainement à l'objet numéro 1, la classe qui correspond à l'objet numéro 2. Donc si j'appelle cette classe la classe A et si j'appelle cette classe la classe B, donc on va considérer que l'objet 1 est une instance de la classe A et l'objet l'objet 2 pardon, est une instance de la classe B. Alors on va devoir exprimer comment ce couplage entre objets se retrouve au niveau des classes, et essentiellement
effectivement, on verra que eh bien, ça va s'exprimer au niveau des données. Donc dans la classe A, on pourra exprimer que certaines données qui sont structurées et définies par la classe A et donc portées, c'est ce qu'on voit ici, hein, portées par l'objet de type A, eh bien, comment ces données sont en fait des références vers des objets de type B. Alors, il nous faut aussi bien comprendre la durée de vie de ces liens, de ce couplage, la durée de vie du couplage. C'est-à-dire quand est-ce qu'est créé ce couplage, quand est-ce qu'on va stocker la donnée, quand est-ce qu'il va être supprimé. Donc là, c'est une grosse difficulté qu'on va voir, c'est-à-dire est-ce que ce couplage il est complètement statique. Donc par exemple, on pourrait imaginer que cette donnée qui est là, elle est faite lors de l'initialisation. On a vu qu'on pouvait spécifier des valeurs par défaut. Donc si c'est fait à l'initialisation et si on peut jamais changer cette donnée, alors on dira que c'est un couplage vraiment fort, c'est-à-dire qu'on est toujours couplé avec cet objet. Il y a des couplages qui sont beaucoup plus dynamiques, où c'est juste avant d'appeler la méthode qu'on va obtenir le lien vers l'objet destinataire. Donc là, on parlera d'un couplage un peu plus faible et d'autres couplages qui sont beaucoup plus faibles, où on ne connaît même pas vraiment le type de cette classe B, pourvu qu'il rende le traitement qu'on souhaite faire. Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'une partie du couplage va être exprimée au niveau des données, de la structuration des données, et donc s'exprimer au niveau de la classe. Pour finir, il va falloir bien voir que c'est toujours en lien avec les traitements. Donc ça veut dire que si l'objet 1 qui est ici appelle un traitement de la classe B, ça veut dire qu'ici, il y a ce fameux traitement qui va être appelé. Et il y aura peut-être d'autres traitements, mais ceux-là, à la limite, peu importe, ils ne font pas vraiment partie du couplage. Donc c'est toujours important d'isoler quels sont les traitements de la classe B qui sont appelés. Donc ce couplage qui est là, et ben finalement, il est toujours relatif à un traitement. Et voire même en fait l'appel, parce qu'il y aura un appel ici. L'appel, il va forcément être quelque part dans un des traitements qui est ici. Donc on a un couplage un peu beaucoup plus discret et qui est pourtant est à la racine de ce couplage, qui va se faire au niveau des traitements. Donc il y a vraiment différentes dimensions dans ce couplage. Ça se fait au niveau des objets, ça s'exprime au niveau de la classe, d'abord au niveau de la structuration, c'est une durée de vie, donc est-ce qu'on le fait à l'initialisation, lors de l'appel, avant l'appel, etc. Et ensuite, quels sont les traitements qui sont liés. On va devoir voir tout ça. Donc voilà un exemple de code pour expliquer comment on programme le couplage. Donc j'ai deux classes, la classe examen. Alors cette classe examen, c'est plus une coquille vide, hein. Il n'y a que la méthode average là qui est là, qui permet en théorie de calculer la moyenne obtenue à un examen par tous les étudiants. Bon, vous voyez ici que je retourne tout le temps 10. C'est juste pour montrer comment on exprime le couplage entre UE et examen. Donc cette classe examen est vraiment pas du tout développée. Alors, on va travailler un peu plus sur la classe UE qui est là. Et cette classe UE, eh bien, il y a aussi sa méthode average qui est là, qui permet de calculer la moyenne obtenue à l'UE et qui va prendre en considération la moyenne obtenue sur deux examens, l'examen en amphi et l'examen de contrôle continu. Donc la formule là, c'est juste une formule pondérée. Je somme la moyenne obtenue en amphi, la moyenne obtenue au contrôle continu et je divise par 2. Donc pour pouvoir obtenir la moyenne obtenue en amphi, il faut que je sois couplé, donc cette classe UE est couplée avec la classe exam. Et le couplage là, vous voyez, j'ai décidé de le coder lors du constructeur. C'est-à-dire que j'ai deux champs, le champ amphi et le champ contrôle continu, qui sont définis donc lors du constructeur. Et carrément, je fais new exam à chaque fois. C'est-à-dire que le couplage est vraiment fort ici. Si j'utilise ma petite notation en regardant les objets, à chaque fois que je vais construire l'objet UE, ça c'est l'objet 1, ça va être une UE, eh bien à chaque fois que je construis cet objet UE, je construis automatiquement deux objets, tac, tac, qui sont des examens. Donc un qui est le contrôle continu, l'autre qui est l'amphi. Et du coup, l'objet UE connaît, donc c'est-à-dire que dans sa base de données, elle a les références vers ces deux objets et du coup, elle pourra les utiliser à l'exécution. Du coup, je peux maintenant exécuter mon code. Je construis une UE. Donc, lorsque je construis l'UE programmation orientée objet, ça construit les deux examens. Et donc, je peux appeler la méthode average là sur l'UE qui va à son tour appeler les méthodes average des deux objets sous-jacents. Donc, si j'exécute ce code, ici, tac, exécuter. Voilà, j'obtiens 10, c'est bien ce que je voulais. 10 à chaque examen, divisé par 2, ça reste 10.
Voilà, donc là, c'est une façon, on voit bien le couplage, il est très explicite. On voit que la classe, ici, je reprends le rouge, la classe UE est couplée fortement avec la classe examen. Donc si il fallait compiler ce programme, la classe UE ne pourrait pas compiler sans la classe examen. Le couplage est d'autant plus fort parce que à chaque fois qu'un objet de type UE est construit, il est directement associé à deux objets examens et ces liens ne changeront pas. Alors, je vous propose dans la foulée de modifier cet exemple et de faire en sorte que ce lien soit un peu plus dynamique. Alors, pour ce faire, plutôt que de mettre ici les liens directement lors de l'initialisation, ben, je vais proposer deux. Là, c'est un tout petit peu des setters, donc c'est ce qu'on déconseille, mais là, on est vraiment plus dans le couplage. Donc là, je vais proposer deux nouvelles méthodes, donc define, amphi exam, voilà par exemple. Donc self, toujours pareil. Et pourquoi ne pas donner carrément, je propose de donner la référence vers cet amphithéâtre, enfin cet examen, pardon, ou bien carrément, non, je vais le créer ici, tac, là, tac, voilà. Donc si je fais ça, je vais aller un tout petit peu vite, si je fais la même de l'autre côté, define cc exam, self, tac, hop, 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 j'ai oublié les deux points, c'est pour ça que mon éditeur crie. Voilà. Donc là, en fait, j'ai changé un tout petit peu le couplage. Maintenant, le couplage est un peu plus dynamique parce que lorsque je crée un objet UE, si je crée un objet UE, excusez-moi, hop, je reprends le stylo. Si je crée un objet UE, ah, je voulais le faire en bleu, c'est pas grave. Si je crée un objet UE, donc c'est un objet UE, il n'est pas à la création lié, pardon, il n'est pas couplé comme tout à l'heure avec les deux objets. Il faudra appeler ces deux méthodes pour qu'ils soient couplés. Donc là, on va délayer un peu plus le couplage. Donc voilà, donc là c'était juste pour vous montrer différentes façons de coupler les objets et les classes entre elles, et on voit qu'il y a un lien forcément au niveau des données. Donc là c'est ce que je montre ici, voilà, les données expriment le couplage, mais aussi quand ce lien sera utilisé, donc au niveau de l'appel de la méthode. Au plus tard, donc c'est ce qu'on appelle le lazy, au plus tard il faut absolument que le couplage soit OK ici. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut que le couplage soit fait. Avant, c'est pas bien grave. Donc le lazy, c'est de dire ben, je fais le couplage vraiment au moment où j'en ai besoin, donc à ce niveau-là. Alors on va maintenant parler de cohérence, de voir comment cela s'exprime au niveau des classes. Donc essentiellement, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos classes, donc ici peu importe la classe, on va prendre par exemple la classe UE avec cette méthode average. Ben, les méthodes des classes utilisent des données. Donc cette méthode va utiliser certaines parties des données. Donc si on a une autre méthode qui est ici et qui utilise d'autres parties des données, alors, on va pouvoir faire un espèce de graphe entre les méthodes, les liens entre ces méthodes et les données qu'elles utilisent. Et si on est capable de couper la classe en deux, tac, si on est capable vraiment de la couper en deux et d'en faire deux classes, alors ça veut dire tout simplement que la classe qui était là n'est pas cohérente. Voilà. La cohérence, très simplement, ça vise à faire des petites classes dont les traitements sont vraiment liés aux données. Donc on a une espèce d'individu là qui est atomique. Donc le mieux c'est de voir ça directement sur un exemple. Donc, voyons cet exemple sur les examens et sur les yeux, qui sont pour l'instant, c'est cohérent, hein, tout ça. Ces deux classes sont relativement cohérentes dans le sens où on voit ici que le seul traitement qu'on a ici utilise les données, toutes les données de la classe, donc on ne peut pas couper cette classe en deux. Et là, bah, bon, il y a trois fois rien dans cette classe, mais on imagine qu'on utilisera les données qu'il y a dans la classe examen. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est, bah, je considère qu'il n'y a qu'une seule classe. Donc cette classe, je l'appelle exam and UE. Alors si vous avez aussi du mal à nommer vos classes, c'est souvent qu'il y a un problème de cohérence. Voilà. Donc je supprime carrément ceci. Et là, je vois bien que j'ai... alors je vais essayer de déranger un tout petit peu. Hop, hop, hop. Je vois déjà que j'ai deux méthodes average. Donc je vais average d'un examen.
Donc je vais devoir définir quel examen, de quel examen je parle. Donc which examen, c'est pas très beau ce que je suis en train d'écrire. Et là en fait, il faudrait que je puisse calculer en fonction des notes de cet examen la vraie moyenne. Et là c'est le vrai average de l'UE, donc je l'appellerai average UE par exemple. Et là à ce moment-là, je pourrais garder ce code. Donc on va voir que si jamais je n'avais qu'une seule classe, on le verra assez simplement, eh bien, je vais pouvoir la couper en deux. Je vais pouvoir, d'un côté, il y aura cette méthode qui va utiliser certaines des données, et de l'autre côté, cette méthode qui va utiliser d'autres données. Et on a bien vu que j'avais réussi à la couper en deux. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle une classe Big Mac en quelque sorte. Là, quand il commence à y avoir beaucoup de données, beaucoup de fonctions, que toutes ces fonctions, elles n'utilisent pas toutes les données, que vous avez du mal à nommer, là, en gros, vous êtes en train de faire une classe incohérente parce que vous pouvez la couper en deux. Alors, si au contraire, je reviens tout en arrière à l'aide de moi de CTRL Z, si au contraire, je reviens là-dessus et j'ai des petites classes avec simplement les données dont j'ai besoin pour calculer mes méthodes ici, là, je suis plutôt sur des classes cohérentes. Voilà, on a vu les bases de la programmation orientée objet avec cette notion de classe, les propriétés et les méthodes.